Et bonjour tout le monde. Voilà, bah écoutez, on est dans le détroit de Messine, enfin on est au large du détroit de Messine, tout au sud. On est un petit peu chahuté, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des conditions. Vous voyez qu'on a un joli bateau droit devant qui est en train de passer devant nous. L'Etna est droit derrière nous, on laisse l'Etna dans notre sillage. On est parti de Riposto, on a fait une dizaine de milles. Et on a encore 25 000 à faire, donc on est encore loin de la moitié. Et vous voyez que c'est un petit peu chaotique, donc je sais pas comment ça sera pour la vidéo. Je vais essayer de pas trop bouger moi, je vais essayer d'être bien clair, etc. En tout cas, bon écoutez, hein, on est on y est, hein, ça pourrait être bien pire. En tout cas, regardez un petit peu, on profite de cette belle vue avec ce joli 3-mâts qui est lui aussi au moteur. Voilà, parce que malheureusement il y a trop peu de vent aujourd'hui, hein. Nous on a préparé cette fenêtre entre guillemets météo, notamment pour demain, pour avoir du vent portant demain, ce qui est assez rare sur cette zone là. Et aujourd'hui on est un petit peu obligé de subir, voilà, mais bon, rien de très grave. J'ai juste hâte, normalement ça devrait que se calmer. Après il y a aussi une histoire de courant. Je pense que tout à l'heure quand on est parti on était plus lent. On va avoir le courant de face. Et là j'ai peut-être l'impression qu'il y a courant contre vague. Et pas contre vent, puisque le vent vient également de là. Donc on a le vent et le courant contre les vagues. En tout cas on va aller vérifier tout ça. Vous allez voir qu'on va un petit peu parler, évoquer justement le détroit de Messine. C'est tout le sujet de la vidéo. On en avait lu un petit peu déjà au préalable. Je vais virer ce génois parce qu'il ne sert plus à rien. Voilà. Hop. Du coup, comme je disais, on avait lu ensemble un petit peu Caribe, Scylla, etc. Savoir notamment de quel côté passer. Parce que c'était quand même ça ma question première. C'était quel est le côté le plus safe, entre guillemets, le moins dangereux. Voilà. Au final, on va voir que... Ah, attendez, pourquoi le bip? Pourquoi elle a bipé ma GoPro? C'est bon, tout fonctionne? J'ai l'impression que tout fonctionne. Donc, nous disions donc, l'idée c'était de savoir où de Caribe ou de Scylla passer. On rappelle que Scylla c'est côté Calabre et que Caribe c'est côté Sicile. Hein, donc, vous faites pas avoir. Si vous voulez savoir, Caribe qui représente notamment un gros tourbillon, hein, un gros cercle de courant qui apparemment était plus violent dans l'Antiquité et qui après un tremblement de terre, je crois, depuis c'est un petit peu amoindri, un petit peu calmé par rapport à la terreur que ça pouvait être avant apparemment. Voilà, du côté de Scylla, on a un caillou qui est pas non plus le truc hyper imposant, etc. Enfin, c'est pas Gibraltar au niveau du rocher, quoi, de Scylla. Mais par contre, on sait qu'il faut pas non plus trop s'en approcher. De toute façon, moi j'étais complètement à l'opposé, donc j'ai pas pu trop apprécier Scylla. Et tant mieux, hein, puisque on dit bien tomber de Caribe en Scylla, qui sous-entend aller de mal en pire. Et donc en tout cas faire le choix entre un choix crucial entre se faire un petit peu mal ou se faire très très mal, entre guillemets, je le vulgarise énormément. Et donc Caribe a été mon choix, notamment parce qu'on partait de Milazzo et qu'on allait à Messine, hein, tout simplement, hein. C'est surtout pour cela, puisque j'imagine que si je partais de Calabre et que j'allais à Reggio di Calabria, je serais sûrement passé devant Scylla, hein, puisque le plus chiant au final c'est le DST en plein milieu, qui commence assez tôt d'ailleurs, hein, qui commence vraiment au tout début. Vous n'êtes pas encore dans le vif du sujet, qu'il y a déjà le DST. Là on va parler notamment de la
traversée nord-sud évidemment, hein, puisque sud-nord je ne l'ai pas faite. Donc on va notamment parler de la traversée nord-sud, qui plus est en longeant la Sicile, en partant, moi je suis parti de Milazzo, qui est le port le plus près de Caribe, et en allant à Messine, qui est le port le plus près de Caribe une fois passé Caribe, en gros. Voilà, il n'y a pas de... Sinon, il y a, de l'autre côté, il y a Reggio, et il y a le port de Silla aussi. Je sais pas trop, il a l'air tout petit, etc. Je sais pas trop si pour les gros bateaux de plaisance c'est accessible, j'ai pas trop regardé. Mais en tout cas, apparemment, on peut faire aussi de Silla à Reggio. C'était un truc, un plan que j'avais regardé, en tout cas, à étudier. Voilà, donc ça fait quand même une belle trotte, hein. Il y a quand même, je sais pas, 30-40 000, je dirais, minimum d'un port à l'autre, avec aucun endroit, il n'y a pas de baie, il n'y a pas trop de ports de mouillage, enfin d'endroits de mouillage, etc. Donc c'est un peu, il faut arriver à la bonne heure, au bon moment, à l'entrée de Messine, tout en étant parti 20 000 en avance, quoi. 20 000 avant, quoi. Tout en ayant 20 000 à parcourir avant d'être devant, quoi. Il va falloir jouer un petit peu sur la préparation de navigation, etc. Pour ceux qui viennent de l'Atlantique, qu'on fait des golfs de Morbihan, des bassins d'Arcachon, etc. Tout ça, ça vous parle. C'est exactement la même chose. Ou des passages de Brest, du Goulet de Brest, ou des passages de Ratsin, du Four, etc. C'est un peu la même chose. Il faut savoir préparer son bateau, son équipage, et prendre l'avance, etc. et bien préparer sa navigation pour se présenter à l'heure pile, au bon endroit, au bon moment. Voilà. Sachant que le bon endroit, le début du courant, etc. et du goulet, ça va être notamment entre les deux pylônes, puisque du côté sicilien et du côté de Calabre, il y a deux gros pylônes énormes dégueulasses qui symbolisent très facilement Caribe et Silla pour le coup, puisqu'ils sont quasiment au bon endroit, quoi. Voilà, donc il faut que j'arrête de dire donc, je suis désolé, hein, je reprends un peu les vidéos, forcément quelques tics de langage au début, ça peut en exaspérer certains. Je vais essayer de faire au mieux. Alors après on a fait donc après on est allé on a préparé donc cette navigation, et il y a 3 points, je vais vous les montrer, hein. Je vais déjà vous montrer mon petit carnet, je pense. On va commencer par ça, petit carnet de navigation. Voilà, Messine. Donc Messine, à savoir qu'il faut forcément faire une veille sur la VHF 16. Ça c'est bon, c'est comme d'hab, ça change pas. Mais il faut être très attentif, puisque si vous rentrez d'un pixel, et c'est très vite fait parce qu'avec le courant, etc., ça vous dérive gentiment vers le centre. Et le centre, c'est justement le DST, hein, qui est très vite vous rentrez dedans. Et si vous mettez un pied dedans, et ben vous pouvez avoir la Guardia Costiera qui vous appelle et qui vous dit de dégager, et voire qui vous donne une amende un peu salée. Pour ce faire, il faut vraiment faire bien attention. Vous êtes sur Navionics, rien de plus simple. Vous surveillez votre trace et puis vous essayez, tant que faire se peut, d'être toujours le plus loin de la côte possible, sans jamais rentrer dans le DST. Et au final, vous verrez que ça fait un petit couloir qui n'a pas non plus une marge de manœuvre énorme. Mais c'est pas plus mal, parce que c'est un endroit où ne vont pas les cargos et c'est assez loin de la côte. Au final, c'est vraiment une petite autoroute pour les voiliers, quoi, pour la plaisance, quoi, qui est un petit couloir, quoi. VHF niveau 10 en dual channel, si vous pouvez le faire avec votre VHF, histoire d'entendre en même temps les cargos, etc. Bon, ça ne va pas arrêter, hein, c'est un enfer du coup. Mais de toute façon, ça peut être intéressant aussi de savoir un peu ce qu'il en est au niveau des cargos. Voilà. Pour les dangers, on a Caribe qui se trouve juste au sud du Capo Peloro. Donc quand vous passez le premier pylône, hein, c'est une fois que vous avez fait vraiment votre premier virage, vous rentrez dans ce fameux goulet, vous commencez à vous faire propulser par le courant. Et là, juste sur votre droite, directement, vous avez Caribe, qui était plutôt gentil quand on est passé, hein. Après, vous avez des courants qui vont vous porter tout le long de la côte comme ça jusqu'à Messine, et même
au dehors de l'espèce de péninsule de Messine là, d'accord, comme vous le voyez ici. Je l'ai vulgairement dessiné pour avoir un petit repère. En face, vous avez donc Scylla avec là aussi des possibilités de tourbillons, notamment à la bascule des courants, etc. Avec des courants qui vont vous porter tout le long jusqu'à Reggio, d'accord. Nous on est bien en delà, hein, donc on va avoir quand même un petit peu de courant, mais le gros du delta, c'est vraiment cet endroit là entre Caribe et Scylla, Messine et Reggio. C'est vraiment là où il va falloir calculer votre marée, calculer les courants qui ne sont pas non plus tout le temps en fonction de la marée, hein, on va voir ça juste après. Et on a un dernier tourbillon qui se trouve après la péninsule de Messine. Donc vous avez Messine qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, avec le port qui se trouve là, les cargos qui se trouvent tout là. Et juste après, si vous passez le cap là de Messine, je ne sais pas comment il s'appelle, la pointe, derrière il va falloir prendre un petit peu de marge parce que si vous longez la côte, vous pouvez aussi avoir un effet de tourbillon là, hein. C'est vraiment le courant qui s'engouffre autour d'une pointe et qui va après un petit peu tourbillonner le long de ces endroits là. Voilà. Ce qui peut être très impressionnant. Et ayant préparé cela, j'ai vu et lu de tout évidemment sur internet. Il y a peu d'endroits où on peut se renseigner, donc on est forcé à un moment ou à un autre d'aller un petit peu fouiller sur internet. Et évidemment il y a de tout, c'est toujours un enfer de s'y retrouver puisque voilà, on va avoir toujours les cow-boys qui vont vous dire moi j'y suis allé, c'était tranquille, le bateau a fait des pointes à 9 nœuds. Ou à 12 nœuds, ou à je ne sais combien. Et forcément, vous, dans votre oreille de marin, si vous entendez ça, vous vous dites que s'il y a 9 nœuds à un moment, entre guillemets 9 nœuds, ça va être 5 nœuds de vitesse du bateau, plus 4 nœuds de courant, on va dire ça. Bah, c'est peut-être que si vous pointez quelques heures plus tard ou quelques heures avant, vous allez avoir jusqu'à 4 nœuds de courant dans la tête. Et là, les choses vont se compliquer. Donc tout n'est pas si simple non plus. Et pour cela, on va croiser plusieurs informations. Rappelez-vous, dans mon petit... je vais prendre mon tel. Dans mon petit bouquin que j'avais lu, hein, le Vagnon, là, le Vagnon de l'Italie, je vais vous le remontrer. Celui-ci qui est très pratique, qui a un petit pavé sur Messine, une belle double page sur le passage de Messine. Et il nous disait notamment, pile face au vent, c'est vraiment pas terrible. Je vais abattre un peu. Ok. Alors là on va avoir le vent dans la tête, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça, c'est la navigation. Alors comme je vous ai expliqué, dans notre petit bouquin, qu'est-ce qu'on avait lu? Ah oui, on avait lu qu'il fallait se caler, alors écoutez bien parce que c'est assez particulier, avec la marée de Gibraltar, hein. Gibraltar qui est quand même pas la porte à côté, regardez comme c'est beau là. On a un joli 3-mâts, on a la Calabre qui se dresse devant nous, on a toute la Sicile qu'on quitte avec un myriade de souvenirs, etc. Je n'aurai jamais assez de batterie pour tout vous compter. Et on a l'Etna qui est toujours derrière et tout, c'est super. Sachant que je suis allé en haut de l'Etna, j'ai eu la chance de pouvoir aller tout en haut, etc. Donc c'était vraiment aussi incroyable. Voilà, mais là on n'y est pas pour l'instant. Avant ça, il faut d'abord passer Messine. Je prends ma petite application, bougez pas. Correnti Stretto di Messina. Hop, on va mettre insérer la data d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Hop, la localité, on va mettre Ganziri et on va créer le graphique. Voilà, impeccable. Alors, donc je disais, notez bien, suivez bien, hein. Parce que moi je me fie pas à ce que je lis sur internet, c'est trop aléatoire, il y a trop de gens qui racontent de tout et n'importe quoi. Donc on ne peut pas se fier sur quelque chose de fiable, vous voyez ce que je veux dire.
Alors pour cela, on va trouver des supports un peu plus, des bouquins ou des choses, etc. Se renseigner dans les ports, c'est pas mieux parce que là, pareil, tout le monde y va de sa petite, son avis et tout, donc c'est pas forcément mieux. On n'a pas forcément des choses plus fiables, hein, parce que ce qu'on veut, c'est fiable, c'est pas moi j'y suis arrivé tel jour, telle date et du coup ça s'est bien passé. Ça c'est intéressant. Ou moi j'y suis allé tel jour, telle date et ça s'est très mal passé. C'est aussi intéressant, mais ce qu'on veut savoir, c'est comment préparer, comprendre comment ça fonctionne, etc. Donc pour savoir quand passer, déjà je vous avais déjà expliqué au préalable que j'espère que vous n'avez pas trop de vent. Je crois que de dos c'est mieux, mais bon, je veux surveiller quand même ce qui se passe devant. Donc je sais pas trop comment faire. Mettre un peu comme ça. Ah bah voilà, je vais faire comme ça. Impeccable. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, je disais donc qu'il y avait plusieurs façons de préparer sa navigation pour passer Gibraltar, pour passer Messine, du coup, pas se tromper. Le bouquin parlait de passer que le courant nord-sud, la bascule s'inversait 4h30 après la marée haute de Gibraltar. Ça peut paraître bizarre, mais par rapport à mon graphique que j'avais, c'était à peu près accurate. Donc c'était à peu près cela. Donc c'est une des façons déjà d'avoir un premier contrôle, une première heure de passage. Vous prenez la marée haute de Gibraltar, vous calculez 4h30 et 4h30 au-delà, et là ça va vous donner l'heure à laquelle vous pouvez peut-être vous présenter devant les pylônes, d'accord? Mais pour cela, ça paraît quand même assez bizarre de se caler sur la marée de Gibraltar, etc. Donc moi il me fallait plus que ça. Donc il y a deux autres choses qui vont vous permettre de préparer votre navigation. La deuxième, c'est donc cette petite application là que j'ai téléchargée, faite exprès et qui s'appelle Calcolo delle correnti di marea nello stretto di Messina. Donc on ne peut pas faire mieux. Calcul des courants de marée dans le détroit de Messine. Ok, on ne peut pas faire mieux. Sur ce petit truc, c'est une toute petite application. Vous pouvez inscrire la date et la localité. La première localité, c'est Punta Pezzo, qui est au-dessus, avant de rentrer nord-sud, hein, donc avant le pylône. Et Ganziri, qui est grosso modo Caraïbes, qui est juste après le pylône. Et on n'a pas plus, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a après Messine, etc., on ne sait pas vraiment combien il y a de courant. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même ces deux endroits qui nous intéressent, c'est-à-dire juste avant de rentrer entre les deux pylônes et la dernière pointe, et juste après. D'accord? Donc sur cette petite application, vous allez avoir un graphe qui s'affiche très simple, un petit peu comme un marée info. Sauf que là, au lieu d'avoir les hauteurs d'eau, vous allez avoir les heures et la force du courant. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, à midi, donc à 9h du matin, plus, il y a écrit plus, c'est montande, montant. Et nous, on voulait du descendant, hein, je crois. Hein. Donc à partir de 9h, le courant rentre et était sud-nord, d'accord? Et à partir de 15h, et ça va jusqu'à 2 nœuds aujourd'hui, vous voyez? Pour le matin. À 15h, le courant repartait dans l'autre sens et ressort pour le coup jusqu'à toujours 2 nœuds maximum. Le pic c'est 16h et à 21h ça se réinverse, etc. etc. D'accord? Ça c'est du courant de marée qui est très pratique, et vous verrez que notamment ici, alors ça a un nom très particulier, malheureusement je ne l'ai plus en tête, mais donc c'est un nom très particulier, mais si vous voulez, la marée du matin et la marée de l'après-midi n'a pas la même amplitude. Et voilà, alors que le long de la côte atlantique, le matin la marée monte et elle redescend, et quand elle remonte, il y a quelques centimètres d'écart dû au cycle lunaire, mais c'est vraiment que quelques centimètres. Alors que là, elle va faire
elle va monter, on va dire, sachant qu'ici la marée, le marnage, c'était 17 cm, 20 cm, 15 cm, peut-être que ça peut monter à 30, aller au maximum en pleine lune, mais c'est très peu, hein, c'est très peu. Et donc ça va monter peut-être de 15 cm le matin, redescendre et après remonter de 25 cm l'après-midi, vous voyez. Donc si vous êtes à un moment où il y a la pleine lune, etc., ou une nouvelle lune, c'est-à-dire à vives eaux, c'est-à-dire avec beaucoup d'amplitude, beaucoup de marnage, il va falloir peut-être sélectionner celle du matin ou de l'après-midi, ou du milieu de journée ou du soir, hein, ça dépend, ça se décale évidemment. Autant que faire se peut, hein, parce que ça se trouve c'est à 3 h du mat, donc c'est pas forcément conseillé de passer à 3 h du mat à cet endroit là, mais ça peut être intéressant de regarder ce graphe, notamment pour voir justement cette différence d'amplitude entre les deux marées. Regarde, c'est vraiment joli, hein. Bon, c'est dommage qu'il ait toujours pas mis une voile dehors, mais c'est comme ça, parce que là il est au portant quand même lui, hein, pour le coup. Enfin au portant, nous on est face au vent, donc il est quand même au moins travers. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà pour le graphique. Et maintenant votre troisième allié, c'est un peu toujours le même, c'est Windy. Alors Windy, il est excellent pour les vents, excellent pour les rafales, excellent pour la hauteur d'eau, excellent pour la période des vagues, excellent pour les nuages, excellent pour les orages, excellent pour beaucoup de choses, mais pour les courants, notamment les courants de marée, c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment, vous pouvez pas préparer vos courants de marée en Atlantique avec Windy, du moins pas encore. Ça évolue à chaque fois, de mois en mois, ça ne cesse d'évoluer, mais ça n'a rien à voir encore avec vraiment le vrai carnet, pas carnet de marée, mais qu'on appelle ça les courants de marée, avec les plusieurs pages, 1 heure avant, 2 heures avant, 1 heure après, 2 heures après, 3 heures après, avec les flèches, les forces, etc., qui ça sont beaucoup plus précis, hein. Mais impossible, et pourtant j'ai cherché d'avoir celui de Messine, impossible, ça n'existe pas, enfin en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Et ou alors il y avait des vieux trucs, vraiment des trucs de l'époque, mais quelque chose qui ressemblait aux cartes des courants qu'on utilise notamment en Atlantique, en Bretagne, etc. Impossible d'en trouver pour ce fameux passage de Messine. Du coup j'ai quand même regardé un petit peu sur Windy, et sur Windy vous avez deux cases différentes. Il va y avoir les courants de marée et les courants globaux, je crois, ou courants de base, quoi. Il y a courant et courant de marée. Pareil, ça peut vous donner une petite idée sur à quelle heure ça va la bascule, etc. De toute façon, vous préparez votre vent, donc ça peut être un peu l'occasion aussi de regarder courant et courant de marée pour voir si ça se confirme avec ce que vous aviez préparé, hein. Parce que moi, l'un dans l'autre, les trois, à 1 ou 2 heures près, me donnaient à peu près la même heure de passage, hein. Voilà, donc j'étais avec de la famille qui n'était pas forcément des gens qui voulaient passer Messine à 12 nœuds, toute voile dehors, etc. J'ai privilégié un passage le plus calme possible, ne connaissant pas de toute façon, en toute humilité. Je préférais aussi pour moi et pour Saori découvrir dans les conditions les plus souples possibles. On est arrivé à la minute près à l'entrée du détroit de Messine, avec la marge qu'on avait de prévu, etc. Donc c'était une très belle navigation par rapport à cela, parce que les 20 premiers milles se sont passés à la minute. Donc c'était une très bonne chose, pas de stress par rapport à ça, puisque vous savez que ces trucs là, si vous arrivez quelques heures en retard, c'est fini, hein, vous pouvez repartir en arrière. Donc c'était une très bonne chose. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, j'ai fait au plus près du DST, qui arrive très vite en fait. Vous êtes encore près de la côte, qu'il y a déjà la limitation du DST, donc vous ne faites pas piéger non plus, n'y allez pas au pif. Il faut être constamment sur Navionics en train de regarder si vous n'êtes pas en train de rentrer dedans. Et puis voilà, après direction Messine, j'ai longé la côte jusqu'à Messine en faisant nord-sud, en me faisant aider du courant. J'avais 2 nœuds de courant dans le dos, et j'avais donc pendant mon passage
j'avais 2 nœuds de courant dans le dos, un peu moins de 10 nœuds de vent dans le dos et les vagues dans le dos, quoi. Donc j'avais tout qui s'alignait et qui passait à ce moment-là tout dans le bon sens. On s'est fait gentiment propulser, voilà. Il y a certains moments où forcément vous avancez un petit peu plus vite, c'est drôle, mais c'était pas non plus voilà, on aurait pu faire bien plus. La marée de l'après-midi et quelques jours plus tard, il y avait déjà 4 nœuds au lieu de 2 nœuds. Donc si vous avez envie, après que vous connaissez bien, etc., et que vous voulez vous faire plaisir, mais une fois que vous connaissez l'endroit, il y a moyen vraiment de battre des records, c'est sûr, c'est certain. Voilà, après au niveau du principal danger, on m'avait surtout dit que c'était les cargos et les ferries. Alors au niveau des cargos nord-sud, c'est-à-dire du DST, puisque le DST il est assez particulier, puisqu'il y a un DST qui arrive très tôt, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes encore pas rentré dans les problèmes qu'il y a déjà le DST. Il va faire tout le contournement, il va faire tout ce S là pour passer le Détroit, le moment chaud. Puis il va arriver devant Messine, et un peu avant Messine, il y a un énorme rond-point. Alors c'est assez particulier, mais ça ressemble vraiment à un rond-point. Il y a un rond-point pour que les cargos puissent et faire nord-sud et faire est-ouest. Parce qu'il y a énormément de ferries, des traghetti, donc des fast ferries, des bacs en français, qui vont passer de Messine, voire au nord de Messine, jusqu'à Reggio, voire au nord de Reggio même, hein. C'est même pas Messine-Reggio, c'est même au nord un peu des deux, à l'endroit un peu le plus court, à l'endroit du rond-point en tout cas. Alors quand vous arrivez dans cet endroit là, forcément il va falloir redoubler de prudence, parce qu'il va y avoir beaucoup de trafic en latéral, hein. Et c'est notamment ceux-là qui sont les plus dangereux, parce qu'ils vont très vite et que ça n'arrête pas, c'est à dire que quand un arrive, l'autre part, quoi. Donc vu que quand un arrive, l'autre part, ça veut dire qu'il y en a toujours un en mouvement sur l'eau. Et il va falloir vous faufiler là-dedans. Mais on commence d'abord par le nord-sud. Des cargos, c'est-à-dire tankers, porte-conteneurs, etc. J'en ai vu 0. Rien à voir avec Gibraltar, où là il y en a un tous les 50 mètres. Là j'en ai vu 0, notamment parce qu'ils font le tour, hein, j'imagine, de la Sicile. Que déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en Méditerranée. Ceux qui passent Suez, j'imagine qu'ils font le tour de la Sicile pour aller un peu plus loin. Donc le peu qui passe, il peut y en avoir un ou deux qui passent, qui attendent, notamment pour aller à Milazzo, qui est quand même une zone portuaire, et qui est juste à la sortie, donc il est possible quand même d'en croiser. Mais ce que vous allez croiser nord-sud, c'est aussi gros que des cargos, si ce n'est plus, c'est ces fameux, comment on appelle ça, les bateaux de croisière, quoi. Les bateaux de croisière, qui sont immenses, qui sont plus hauts que larges, plus larges que longs, enfin, ça n'a aucun sens. Et eux ils vont aussi très vite, etc. Bon, vous pouvez pas les rater, hein. De jour comme de nuit. De jour on ne voit que, et de nuit c'est une cathédrale flottante, c'est impossible de les rater. Voilà. Donc pour le trafic nord-sud, pour le coup ça va. Par contre le trafic est-ouest, celui-là il est plutôt intense. Et quand vous arrivez à hauteur du rond-point, si vous voulez aller jusqu'à Messine, eh ben, il va falloir traverser tout ce fameux rond-point. Et là, eh ben, il va falloir redoubler de vigilance. C'est là où l'esprit marin rentre un peu en jeu. Dès que vous voyez un bateau qui arrive, c'est que le prochain va peut-être pas tarder. Dès que vous voyez un bateau qui commence à cracher un nuage de fumée noire, c'est qu'il va appareiller. En plus de ça, il y a les aliscafo, donc c'est-à-dire les traghetti, les bateaux de croisière, les petits bateaux qui vont sur les îles éoliennes, etc., qui volent au-dessus de l'eau à 30 nœuds, qui arrivent pleine balle aussi. Eux, bon, ils slaloment assez facilement, mais bon, quand ils sont en l'air comme ça, sur leur hydrofoil, ils vont pas non plus s'amuser à faire des droites-gauche, quoi. Il y a un petit slalom à faire à ce moment-là, et puis comme je vous dis, notamment c'est vraiment le trafic latéral qui peut être assez dangereux, parce que c'est continu, quoi. C'est-à-dire que vous allez, quoi qu'il arrive, devoir passer au milieu de tout ça. Mais vous passez au bon moment, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas très loin des côtes, donc les bateaux sont pas encore pleines balles. Quoi qu'il arrive, eux ils sont dans le rond-point, donc ils savent très bien qu'ils sont pas non plus dans leur DST tout tracé, etc. Donc ils sont quand même hyper attentifs. Au pire, si vous êtes en plein milieu, vous prenez un gros coup de klaxon.
Voilà, après il faut quand même savoir bien avoir ce petit sens, cet esprit marin de jamais passer devant, toujours jamais essayer de se dire on met le moteur pleine balle et on trace, etc., etc. Vaut mieux le prendre à la cool et faire un beau serpentin qui laisse passer la priorité à tout le monde et que vous fassiez votre navigation à vitesse classique, vitesse de croisière, 4, 5, 6 nœuds, que de faire pleine balle, on s'arrête, pleine balle, on s'arrête, pleine balle, on s'arrête. C'est beaucoup plus stressant pour l'équipage. Et en plus de là, vous êtes porté par le courant, donc bon, vous pouvez pas vous arrêter non plus. Voilà, et puis après vous arrivez à Messine. Messine avec la fontaine de Poséidon qui est juste au-dessus du port, avec le gros Poséidon qui est magnifique, sculpté, etc. Il a un corps incroyable avec son gros trident et il tend la main comme ça, juste au-dessus des mâts des bateaux qui sont dans le port à marée juste en dessous. C'est magique. Et à sa gauche et à sa droite, Caribe et Scylla enchaînés avec transformer ces belles femmes qui n'avaient rien demandé, hein. Caribe, elle était, je sais plus si c'est Caribe ou Scylla, je crois que Scylla, c'est ça, Scylla n'avait rien fait de plus qu'être jolie et du coup d'attirer la convoitise. Et à cause de ça, bah, voilà, à cause de ça, malheureusement, elle s'est fait transformer en monstre. Et Caribe, elle a volé quelque chose. Donc elle s'est fait, elle a été punie. Alors peut-être ça s'est allé de mal en pire, j'imagine. Mais oh, regardez, ils ont mis leur voile, excellent, excellent. Voilà, et donc c'était des belles femmes, nymphes, etc. à la base, et vous les voyez comme ça, enchaînées, à moitié transformées en monstres d'un côté, avec un joli visage de femme sculpté. C'est splendide, c'est splendide. Voilà, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de tout ça, puisque après je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est Sicile, notamment l'archéologie et tout et tout. Mais voilà, pour Messine, hein, nous ça s'est bien passé. Après, le lendemain, le surlendemain, il y avait plus de vent. Et le cycle lunaire continuait, donc plus de courant, et on voyait bien qu'il y avait des moments où on n'avait pas envie d'y être, quoi. En tout cas, dans le bon sens, pourquoi pas, hein, on aurait bombardé, mais dans le mauvais sens, hors de question, hein. Donc n'y allez pas non plus au pif, préparez votre navigation comme d'habitude. Toute navigation doit se préparer, mais celle-ci avec encore plus d'attention et encore plus de minutie. Et voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés pour déjà, au moins pour le passage nord-sud. Le passage sud-nord, de toute façon, vous inversez tout, hein, c'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Et puis après, bah, il faut faire attention, notamment une fois que vous avez passé Messine, ou même juste avant Messine, une fois que vous avez passé ce rond-point-là, voire même juste après Caribe et Scylla, vous rentrez dans cette entonnoir-là que l'on voit juste devant nous, hein. On le voit ici avec la Sicile et là-bas avec la Calabre. Et le vent s'engouffre là-dedans et il l'accélère. Et c'est souvent là où vous pouvez longer les côtes et vous retrouver avec 10, 20 nœuds. Et au milieu, 40 nœuds, etc. Avec les vagues qui vont avec, etc. Donc prévoyez bien aussi par rapport à cela. Et de ce que j'ai vu, en tout cas en cette période, de ce que j'ai vu, le gros du sujet, il est tout le temps en plein milieu. Donc nous, c'est pour ça qu'on traverse aujourd'hui avec un peu de calme. D'ailleurs, je vois qu'on va peut-être pouvoir un petit peu remettre un peu de voile d'avant, etc. Donc on peut tenter quelque chose. Je sens un petit peu de vent, même si le pavillon, bon, il fait un peu la gueule. Le petit pavillon de la Charente. Hop. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous entendez bien, que vous n'avez pas trop de vent. De toute façon, les conditions sont quand même agréables. Si je fais pas de vidéo dans ces conditions là, j'en fais jamais. Allez, c'est bon? Non, voilà, impeccable. Voilà, et bien écoutez, le détroit de Messine, c'est fini. Il est passé. Nous sommes d'ailleurs en mer Ionienne. On peut fêter ça quand même, hein. Certes, on a fini la mer Tyrrhénienne, mais on est arrivé en mer Ionienne. Au niveau du courant, hein, parce que je vous en avais déjà parlé avant, c'est pour ça que j'en ai pas trop reparlé, mais je pense que c'est quand même important de le dire.
le courant qui circule entre Caribe et Silla, et ce qui fait aussi tout ce courant continu, ce n'est pas que un courant de marée, hein, comme je vous ai dit, marnage est vraiment être minime, hein. Il peut y avoir que quelques dizaines de centimètres de marnage, c'est vraiment très peu. Et vous verrez d'ailleurs sur Windy, entre la carte courant et la carte courant de marée, ça peut un petit peu imager mes propos lorsque vous préparerez votre navigation. Mais donc il ne faut pas regarder uniquement la différence, la bascule de courant classique comme en Méditerranée entre la marée haute, marée basse, etc. etc. Pourquoi? C'est parce que il y a une différence de salinité entre la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne. De part, j'imagine que c'est la Tyrrhénienne qui a plus de cours d'eau, de fleuves et de cours d'eau douce qui se jettent dedans. Elle est donc moins salée que la mer Ionienne. Je ne l'ai pas goûté, hein, pour vérifier, mais j'en déduis ça, puisque la mer Ionienne, c'est quand même... on est dans le sud méditerranéen, hein, donc c'est quand même plus de la haute mer, entre guillemets. Et cette différence de salinité va faire une différence de poids, entre guillemets, et de masse, je ne sais pas comment le dire. Et une va circuler en surface pendant que l'autre va circuler au fond. Voilà. Et c'est ça qui va notamment créer le courant. Voilà. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Alors c'est impossible, il y a rien j'ai rien trouvé qui le calcule, etc. Mais c'est aussi un peu à comprendre de justement ne pas se baser uniquement. Je parle de ça pour bien faire comprendre que c'est vraiment ça la mécanique principale du détroit de Messine, et non pas la différence de marnage classique comme on pourrait avoir en Atlantique. Voilà, bon, j'espère que tout cela vous a plu. Moi je vais mettre les voiles et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des événements, où là on parlera de la Sicile. Donc au niveau de la chronologie, là vous êtes arrivé à Messine. Je vous ai rapidement parlé de Milazzo, on en reparlera aussi. Et puis voilà, on va parler des spécialités culinaires. Je pense qu'on commencera par ça. Et puis après on fera un long chapitre sur les spécialités de la Magna Graecia, donc la Grande Grèce en français, avec ces fameux temples, hein. On parlera de toutes ces belles choses, la vallée des temples, mais pas que. Il y a Solunto, il y a Selinunt, il y a Ségeste, il y a tellement de belles choses à vous raconter, Agrigente donc. Et toutes ces belles choses, je vais pouvoir vous les compter, vous les partager pendant cette belle navigation. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.